Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'appel de l'ONU a trouvé un écho favorable au Soudan. Le mouvement de libération du Soudan s'est engagé à observer un cessez-le-feu dans la région du Darfour afin de freiner la propagation du coronavirus. L'Égypte a investi 1,9 milliard de dollars en 2019 pour accroître ses capacités data internationales de 30%. Un investissement stratégique puisqu'il permet à présent la poursuite des activités dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Et puis le Cameroun a récemment lancé les visas et cartes consulaires électroniques, une mise à jour pour des procédures plus faciles, plus rapides et plus sécurisées. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, le président Alpha Condé à l'abri de tout blocage. Après la victoire massive du oui au référendum constitutionnel, son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, a raflé 79 des 114 sièges de l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives du 22 mars boycottées par l'opposition. Une opposition qui remet en cause tout le processus électoral et réclame à l'ouverture d'une enquête sur les violences enregistrées dans ce cadre et qui ont fait plusieurs morts. À noter que l'annonce des résultats des législatives intervient alors que la Guinée est sous le régime de l'état d'urgence qui interdit entre autres les rassemblements de plus de 20 personnes dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les armes devraient se taire pour quelque temps dans la région du Darfour. Le mouvement de libération du Soudan dirigé par Abdel Wahid Al-Nour a accepté le cessez-le-feu proposé par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, dans le but de freiner la propagation du Covid-19. Les détails avec Neil et Claude Bessa. Au Soudan, le mouvement de libération du Soudan a répondu favorablement aux appels de cessez-le-feu au Darfour lancés par les Nations Unies. Abdel Wahid Al-Nour, leader du mouvement de libération du Soudan, a indiqué à l'ONU que son mouvement continuera à exercer un cessez-le-feu et ne mènera pas d'opération offensive. Il a d'ailleurs précisé qu'il ne répondrait qu'en cas de légitime défense aux attaques hostiles des forces de soutien rapide ou d'autres agresseurs armés contre leur position militaire ou civile. Le Soudan reste aujourd'hui contrarié par une crise humanitaire depuis les événements du Darfour en 2003. Une telle décision émise par un mouvement rebelle rentre dans le cadre d'une offensive diplomatique, d'amélioration d'image et de crédibilité, dans le cadre d'une alternative dans la gestion du Soudan après le départ d'Omar el-Béchir. Les Nations Unies avaient lancé un plaidoyer mondial appelant les zones touchées par le conflit à observer un cessez-le-feu. Dans le cas du Soudan, ce cessez-le-feu a pour but d'empêcher la propagation du Covid-19 dans les camps du Darfour, notamment auprès des personnes déplacées et des réfugiés. De plus, cette mesure vise à faciliter les efforts de lutte contre la propagation du coronavirus et l'accès à l'aide humanitaire aux civils. Au-delà des questions humanitaires, il faut rentrer dans une logique purement diplomatique. Ce cessez-le-feu va permettre alors aux forces gouvernementales, notamment de se réarmer et de revoir également le commandement et la stratégie militaire adoptée depuis lors, dans le cadre d'une offensive éventuelle vis-à-vis de ce mouvement rebelle qui gagne énormément du terrain. Pour un cessez-le-feu optimal, le mouvement de libération du Soudan appelle au renforcement des effectifs de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, MINUAD, afin de lutter efficacement contre le Covid-19 dans le pays. Le pouvoir législatif aux mains de l'exécutif au Sénégal. Les députés présents à l'Assemblée nationale ce mercredi ont voté à l'unanimité une loi qui permettra au président Macky Sall de légiférer par ordonnance dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, ce qui implique que pendant les 3 prochains mois, le chef de l'État ne sera plus tenu de passer par le Parlement pour légiférer sur des questions d'ordre économique, budgétaire, financière, juridique, sanitaire ou encore sécuritaire. Notons que le recours à ce mécanisme est prévu dans l'article 77 de la Constitution sénégalaise. C'est un cri de colère qui retentit en Côte d'Ivoire. La plateforme des syndicats de la santé dénonce le manque de moyens mis à disposition par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et brandit la menace d'une grève, une menace qui intervient au moment où le pays en Côte d'Ivoire. Cri de colère des agents de santé, tous mobilisés, qui tirent la sonnette d'alarme. Un des syndicats ivoiriens dénonce depuis lundi 30 mars le manque de moyens auxquels ils font face dans la lutte contre le Covid-19. Le matériel sanitaire est jugé insuffisant.
face à un nombre de cas de plus en plus croissant dans le pays. Nous demandons des consommables, des masques, des gants, de l'alcool, de la javel. Il faut dévier une partie de l'industrie locale pour produire du gel, de la chloroquine, des masques. Nous arrivons dans une nouvelle phase. Il faut faire vite. Il faut soigner les patients, mais aussi protéger les soignants. Dans le pays, le dernier bilan au lundi 30 mars fait état de 165 cas positifs de coronavirus, dont un décès. La plateforme des syndicats de la santé du pays appelle à plus d'aide de la part du gouvernement. De l'aide en matériel, mais également en mesure de restriction de la population. Solution pour empêcher une progression fulgurante de la pandémie. La première des choses à faire, c'est la sensibilisation en évitant la récupération politique qui malheureusement prospère dans nos États. Donc il faut sensibiliser la population. L'un des matériels qui va manquer, et d'ailleurs qui manque dans les pays développés, c'est la bavette ou le cache-nez. Les agents de santé ont besoin de ce matériel pour soigner les malades. Nous n'avons pas assez d'entreprises, mais celles qui interviennent dans la production de sachets plastiques, nous pouvons les transformer ou alors les reconvertir. La Direction générale de la santé a déclaré que plusieurs initiatives étaient entreprises pour venir en aide aux organismes de santé, avec une capacité de prise en charge dans le pays portée à 300 lits avec assistance respiratoire. Néanmoins, plusieurs membres du personnel médical restent sceptiques face à cette progression subite du coronavirus dans le pays. 1,93 milliard de dollars. C'est la somme investie par l'Égypte pour accroître de 30% ses capacités data internationales en 2019. Un investissement hautement stratégique en cette période de crise sanitaire où l'Internet a grandement été mis à contribution pour la continuité des activités. Les détails dans ce sujet de la rédaction. L'Égypte a investi 30 milliards de livres égyptiennes, soit 1,93 milliard de dollars, pour accroître ses capacités data internationales de 30% en 2020. C'est l'annonce faite par le ministre de la Communication, des Technologies et de l'Information, Arm Talad, ce dimanche 29 mars. Face à la propagation du coronavirus qui impacte la vie professionnelle, la demande en connectivité s'est accrue. Sans ces nouvelles capacités, nous aurions été dans une crise majeure. Aujourd'hui, les domaines de l'administration publique, de l'éducation ou encore de la santé mobilisent une grande partie des capacités data internationales. Depuis le 15 mars 2020, plusieurs mesures restrictives ont été mises en place par le gouvernement égyptien. Parmi elles, la fermeture des établissements scolaires, une mesure qui avait donc conduit Arm Talad à privilégier l'e-education. Le ministre s'était entretenu avec plusieurs opérateurs tels que Orange, Vodafone, Etisalat Mir et Télécom Égypte pour assurer la formation des étudiants en cette période de crise sanitaire. Pour aider le personnel médical, le ministère des Technologies de l'Information et des Communications leur avait également fourni un accès gratuit à Internet. Si on n'investit pas sur cette connectivité, la gestion des catastrophes du type Covid seront rendues encore plus complexes. C'est un investissement qui prendra du temps pour déployer ses effets et certainement les capacités qui auront été augmentées serviront à des situations bien au-delà du Covid. Pour aider le personnel médical, le ministère des Technologies de l'Information et des Communications leur avait également fourni un accès gratuit à Internet. 3000 minutes d'appel et 10 gigaoctets d'Internet mobile leur avaient été offerts. Cette pandémie de Covid-19 annonce des jours sombres pour de nombreux secteurs de l'économie. En République démocratique du Congo, le secteur minier, plus grand pourvoyeur de recettes fiscales, tourne au ralenti. Conséquence, le déficit se creuse alors que les dépenses publiques, elles, explosent. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. En République démocratique du Congo, Covid-19 est à la base de la baisse de l'activité minière, principal contributeur du budget de l'État. Plusieurs entreprises tournent au ralenti alors que d'autres ont carrément fermé. Estimé à 4,1, avec cette crise, la croissance économique du pays avoisinerait 0,1%. Nous pourrions nous attendre à une baisse de l'activité minière de près de 20%. Lorsqu'on regarde, par exemple, il y a une entreprise importante comme Moumi qui a déjà fermé et la baisse de la demande globale, notamment
de la Chine peut entraîner la baisse de la production du fait de la diminution de la demande. Il faut noter que la pandémie de coronavirus va lourdement affecter les dépenses publiques de l'État. Estimées à 557 milliards de francs congolais, les dépenses de l'État atteindraient 1140 milliards de francs congolais, soit un accroissement de plus de 100%. Nous avons noté que les recettes fiscales pourraient diminuer de près de 550 milliards de francs congolais d'ici décembre 2020, si évidemment des mesures correctives d'envergure ne sont pas prises. Avec 123 cas confirmés, dont 11 décès, Covid-19 en République démocratique du Congo touche déjà 4 entités, dont la capitale Kinshasa au premier rang. Tous les analystes sont unanimes, cette crise va davantage fragiliser l'économie congolaise qui a toujours peiné à se consolider. Dans le reste de l'actualité, le Cameroun se conforme aux exigences internationales avec la mise en place d'un système de visa et cartes consulaires électroniques. L'enjeu est double, faciliter les procédures administratives et limiter les falsifications. Explication dans ce reportage de Paul de Singwe et Babilas Boton. Le Cameroun lance des visas et cartes consulaires électroniques. L'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire a mis en circulation ce mercredi 18 mars de nouveaux visas électroniques et de nouvelles cartes consulaires électroniques. Il s'agit pour l'État camerounais de mettre à jour son état civil avec sa diaspora et d'offrir à cette dernière des documents hautement sécurisés. La carte consulaire qui était jusque-là produite par nos services consulaires était faite d'un papier cartonné sur lequel étaient portées des données d'identité. Alors cette carte consulaire était dénuée de tout système de sécurité, elle était falsifiable à souhait. Alors cette carte était de moins en moins acceptée par les établissements financiers et par les services de police. Il fallait absolument l'arrimer aux technologies nouvelles, aux standards internationaux nouveaux, pour qu'elle soit biométrique. Nous avons dès lors compris que cette préoccupation devait figurer parmi les priorités de notre feuille de route. Plus sécurisés, les visas et les cartes consulaires électroniques permettront au Cameroun de faciliter les procédures d'obtention de visas et de cartes consulaires, mais surtout de limiter des falsifications qui représentent, selon des experts, 9% du commerce mondial. Les pigments qui ont servi à produire ces documents-là sont des pigments brevetés, spécialement conçus pour l'État du Cameroun. Alors qu'une personne arrive à les retrouver, vous convenez avec moi que ça va être très très difficile. Et au-delà des pigments, nous avons codifié les documents. Donc le code peut être lisible ou découvert uniquement à partir d'équipements sécurisés d'authentification qui ne sont pas à la portée de tous, si ce n'est pas un ou deux imprimeurs qui sont reconnus sur le plan mondial pour la fabrication de ces équipements-là. En se dotant de cartes consulaires et visas électroniques, le Cameroun se conforme aux exigences internationales en vigueur en la matière. Le monde aujourd'hui, c'est un village planétaire. Et pour circuler dans ce village, il nous faut un document sécurisé et non falsifiable. Et depuis longtemps, nos États se demandent combien ça va nous coûter au lieu de chercher à savoir ce que ça va nous rapporter. Et ce que ça va nous rapporter, c'est la sécurité. Certains États l'ont compris aujourd'hui. Le Cameroun, par exemple, en confiant la sécurisation de ces documents à un pas de palmarès. Après l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire, les autres représentations diplomatiques devront elles aussi procéder à la mise en circulation des visas et cartes consulaires électroniques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.